Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. Demain soir, déplacement au stade d'Anoeta à Saint-Sébastien pour valider une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions, un stade de la compétition qui nous a échappé sur les deux dernières éditions. Sauf que demain, c'est ni le Real Madrid, ni le Bayern Munich en face. On a une avance de 2 buts acquise lors de la deuxième mi-temps du match aller. La première avait été honteuse, quoique Mbappé a eu une occasion dès la 7e minute de ce match-là, ce qui aurait pu changer la physionomie à ce moment. Bref, dans tous les cas, demain, aucune excuse pour le PSG de Luis Enrique qui doit se qualifier et même gagner. La particularité des 8e en Ligue des Champions, c'est cet énorme intervalle de 3 semaines entre les deux matchs qui fait que les dynamiques peuvent carrément s'inverser. Là, il y a 2-3 petites choses sur lesquelles on peut revenir pour les deux équipes, à commencer par nous, et pas des moindres, à savoir le statut de Kylian Mbappé qui a changé au-delà de tout le cirque médiatique qui est évidemment un poison. La réalité, c'est que pour demain, la question de savoir si Mbappé finira le match se pose réellement. Contre Rennes, il sort à la 65e, contre Monaco à la mi-temps, c'est très tôt, ça a été envenimé par les médias, mais il y a quand même ce fait, cette question qui se pose, même si les médias eux-mêmes y ont répondu ces derniers jours de manière assez logique, en disant que la gestion entamée par Luis Enrique dans l'entre-deux matchs se cantonnerait à la Ligue 1, à l'échelle nationale. Voilà, en Ligue des Champions, Mbappé conserve son statut, il restera jusqu'à la dernière minute et c'est évidemment tout à fait logique pour ce genre de joueur à part qui te débloque les situations n'importe quand, à la fin du match, comme à l'aller contre le Real en 2022. Et pour cette saison, on peut citer le match aller contre Milan, où il a un très beau geste de finition, ça spécial, même si, ok, Warren a aussi remonté une bonne partie du terrain. Et puis surtout, le match aller contre la Real, où il te met un but de numéro 9, pas forcément beau, mais assez difficile à mettre, bien évidemment. Voilà. Du côté de la Real Sociedad, en comptant le match aller, ils étaient sur une série de 5 matchs sans marquer. Depuis, ils ont retrouvé le chemin défilé puisqu'ils ont marqué 6 buts en 4 matchs, alors que nous, on a marqué 3 buts en 3 matchs, donc 2 fois plus pour eux. Nous, c'est vrai qu'on a eu des difficultés à se créer des occasions vendredi contre Monaco. Contre Rennes, pareil, on marque un but. Et contre Nantes, bon là, c'était particulier, c'était un vrai bus qu'on avait en face. On marque tout de même 2 buts. Alors, la Real ont retrouvé le chemin défilé, pas forcément celui de la confiance, puisqu'il y a eu une élimination en Coupe du Roi, au tir au but, 2 défaites en Liga, contre Villarreal et contre Séville ce week-end, même s'ils jouaient avec leur équipe B, et ils avaient gagné leur match d'après, c'était le week-end du 18-19 février, quelque chose comme ça. Surtout, ils ont retrouvé leur principale arme offensive, qui est Oyarzabal, bien sûr, même s'il est titulaire demain soir, c'est sa première titularisation depuis son retour de blessure, puisqu'il a joué en coupe, il a même marqué, il est rentré en jeu, il n'était pas titulaire, et ce week-end à Séville, il n'a pas enchaîné, il n'a pas joué. Donc demain, ce serait sa première titularisation depuis un mois. On pourrait supposer qu'il lui manquerait un peu de rythme, mais bien sûr, grosse différence avec le match aller. Je pense que devant le but, sa présence devrait nous faire un peu plus mal. Ils seront moins gentils. En même temps, tu peux pas faire plus gentil que au match aller. Donc bien sûr, on peut s'attendre à une Sociedad un peu plus réaliste. Alors, l'ailier gauche basque, je vais écorcher son nom, Barrenechea, était de retour à l'entraînement donc aujourd'hui. Il s'était blessé il y a une semaine. C'est aussi une bonne nouvelle pour eux, parce que peut-être qu'André Silva ne sera pas titulaire. Et sachant qu'il est très mauvais, on l'a vu au match aller, ce serait une bonne nouvelle pour eux, même si de l'autre côté, il y a l'ailier russe Zakarian qui est lui incertain. Il s'est entraîné, mais à part du groupe. Voilà. Bon, nous, avec Mbappé, il y a la question du statut, mais il y a aussi un fait. Depuis le match aller, il a joué 138 minutes, soit un match et demi, même pas. C'est sur 3 semaines, un temps de jeu globalement limité. À titre de comparaison, Kubo, l'ailier japonais de la Real, qui est le détonateur, lui, il a joué 280 minutes, 2 fois plus que Mbappé. Alors la question d'un manque de rythme pourrait se poser. Peut-être que sur son premier quart d'heure, Mbappé sera en manque de rythme et du coup, ce sera une conséquence du choix fait par Luis Enrique qui le sort à la mi-temps vendredi quand même, alors qu'il avait eu toute la semaine pour préparer le match, et à la 65e contre Rennes, alors qu'il lui avait même donné des vacances. Sur cet intervalle, Mbappé a même eu des vacances, s'est déplacé à Barcelone, donc évidemment, son corps s'est relâché. Je pense que la question du manque de rythme peut peut-être se poser. Alors défensivement, on est vraiment très affaibli, avec Danilo et Marquinhos qui sont dans le groupe. On va pas se mentir, s'ils jouent demain, ce sera pas à 100%. Danilo s'est blessé à l'entraînement jeudi, bizarre.
Marquinhos, lui, c'est depuis Nantes qu'il traîne une blessure. Alors, je crois que c'est au mollet, si je dis pas de bêtises. C'est une blessure qui nécessite du repos et donc il a été forfait sur les 2 autres matchs. Il n'a pas fait beaucoup d'entraînement, donc bien sûr, on est vraiment un peu ric-rac. Même si de l'autre côté, on a encaissé qu'un but sur nos 4 derniers matchs. Celui magnifique de Gouiri contre Rennes. On a Donnarumma qui est très chaud, bien sûr. Alors, quand on a vu sa prestation à San Siro en novembre, dans un climat qui lui était très hostile, c'est moins qu'on puisse dire. On a confiance en lui pour le match de demain. On a confiance en lui pour rester canalisé, concentré dans des grosses ambiances, bien sûr, puisque à l'échelle collective, ce PSG a tendance à se déliter à l'extérieur. Lui, Donnarumma, a prouvé l'inverse. Alors, notre mois de février, je trouve qu'à part le match contre Lille, il y a eu peu de séquences de domination souveraine sur la durée. Là, on reste sur une dernière demi-heure contre Monaco qui a été intéressante, mais la première mi-temps, ça a été quand même très compliqué. Et cette dernière demi-heure, c'est aussi du fait que des individualités ont retrouvé des jambes. Alors, Nuno Mendes, c'est même pas des jambes, c'est les terrains qu'il a retrouvés, mais Barcola, typiquement. Voilà, Barcola, sur la dernière demi-heure contre Monaco, grosse différence avec nos derniers matchs, il est bon, il fait des différences, puisqu'il en faisait vraiment aucune. Contre la Sociedad, il marque à l'aller, mais sur le reste, il fait pas de différence. Contre Nantes, pareil, il sort à la mi-temps. Contre Rennes, pareil, c'est très compliqué. Donc voilà, de bon augure, bien évidemment, ce retour en forme de Barcola, même si on se souvient qu'à l'aller, il avait aussi fait une superbe entrée contre Lille et son match aller avait été quand même loupé. Bon bref, sur la composition, 4-3-3 bien évidemment, Donnarumma dans les cages qui est en grande confiance, c'est sûrement le meilleur parisien pour l'instant sur cette saison. Peut-être qu'il aura plus de travail qu'à l'aller. Rappelez-vous au pied. Alors en première mi-temps face au pressing, il n'avait pas hésité à balancer. Il n'était pas très précis et en deuxième mi-temps, il s'était repris. Il a été à l'échelle du match bon dans ce domaine-là. Demain, j'espère que ce sera pareil puisque la Real Sociedad, bien évidemment, n'hésite pas à presser jusqu'à ton gardien. Au pressing, ça c'est une vraie question. À voir si ils iront aussi intensément qu'au match aller, sachant qu'ils l'ont fini complètement carbonisé et que même au retour des vestiaires, il y avait quand même un gros déficit de lucidité, de jambes chez eux, après une énorme débauche d'énergie en première mi-temps. Bon, demain, ils sont à domicile, ils seront poussés par le public. C'est assez facile de dire qu'en première mi-temps, ils vont y aller comme des barzingues. En seconde, peut-être que le public les poussera à se griller un peu plus tard, mais dans tous les cas, s'ils font la même première mi-temps qu'à l'aller, forcément, en seconde, on aura des occasions et on aura la même fin de match parce que je vois en la Real Sociedad déjà une équipe qui a des limites trop grandes pour la Ligue des Champions. Enfin, ça se joue dans les 2 surfaces en fait. Tu peux pas défendre comme ils ont défendu sur les deux buts qu'on met à l'aller, comme tu peux pas te permettre d'être aussi gentil dans la surface adverse à la finition. Donc voilà, je pense que s'il y a une énorme débauche d'énergie en première mi-temps, la seconde sera comme celle du match aller. À droite, je pense qu'Hakimi, c'est un des Parisiens que j'attends le plus demain. Parce que ces derniers temps, il est moins bon. Et surtout, au match aller, il y avait eu un déchet technique absolument extraordinaire. Il n'avait pas réussi en première mi-temps à se connecter avec Dembélé. En seconde, c'était un peu mieux. Plus de courses, un peu plus tranchante, plus de justesse. Mais vraiment, demain, j'attends beaucoup du Marocain. Alors, à l'aller, défensivement, il s'était illustré de manière positive. Il s'était pas fait prendre. Voilà. J'espère que demain, ce sera pareil, puisque contre Monaco, il a été un peu moins bon sur le plan défensif. Demain, au poste d'ailier gauche, il aura peut-être... Alors, selon la presse, il y a Oyarzabal pourrait être titulaire justement sur ce côté gauche face à Hakimi. On va voir. Mais dans tous les cas, voilà, je l'attends vraiment. Axe droit, alors, la question de Marquinhos se pose. J'ai lu certains avis sur les réseaux sociaux comme quoi il ne faut pas le titulariser, il faut mettre le soldat Mukiele. Pardonnez-moi, peut-être que je prends à contre-courant, je veux Marquinhos titulaire demain. Le match à Monaco m'a absolument pas rassuré sur la capacité de Mukiele à verrouiller l'axe face à une équipe qui te presse, en fait. À la relance, très limitée. La gestion de la profondeur, les lectures, les positionnements, c'est quand même pas ça du tout. Donc demain, j'espère que Marquinhos sera titulaire. Il est forfait depuis Nantes. Mais voilà, son match aller est plutôt bon. Alors, il y a un enjeu pour lui. C'est à la relance. C'est à la relance, pourquoi? Parce qu'au match aller, il a insisté quasi exclusivement, vulgairement, sur Hakimi. S'il pouvait éviter de chercher tout le temps le Marocain, ce serait pas mal. Parce que Marquinhos a des qualités dans le jeu long. Par exemple, en première mi-temps du match aller. T'avais Marquinhos qui cherchait Hakimi, qui techniquement n'est pas fait pour jouer dans les petits espaces, pour relancer comme ça, avec des milieux de terrain qui étaient
introuvable, tout simplement, parce que derrière des adversaires, parce que pas bon, parce que pas assez en mouvement. Et donc, on était asphyxiés. Alors que devant, t'avais Mbappé, et ça c'est à mettre à son crédit, qui faisait des appels en profondeur. C'est une réalité, sur la première mi-temps, il fait des appels en profondeur. Marquinhos aurait pu lui envoyer des ballons plus directs. Demain, j'attends ça chez le défenseur brésilien. Alors, à côté de lui, il y a un vrai dilemme entre Beraldo et Danilo. Pourquoi? D'abord, Beraldo, il reste sur un bon match. S'il est titulaire demain, bien sûr, il va falloir être plus dur au duel, voilà, dans sa surface aussi. Mais à la relance, ça peut être un vrai atout, puisque contre Monaco, bon, il a montré toute l'étendue de son talent sous pression. Vous allez le voir, évidemment, je décide de titulariser Ugarte en sentinelle devant lui. Donc, à défaut d'avoir une sentinelle technique, peut-être qu'on pourrait mettre un défenseur central qui l'est. Mais au match aller, alors certes, il était latéral gauche, c'était pas du tout son poste, donc on va écarter l'aspect défensif où il avait été mangé par Kubo. Mais par contre, à la relance, il avait perdu beaucoup de ballons. Et je pense que ça, c'est l'effet de la pression en fait. C'est-à-dire que techniquement, il est très bon, mais peut-être qu'en Ligue des Champions, il est peut-être un peu juste sur voilà, des matchs avec une grosse ambiance, une grosse pression. Peut-être qu'il perd un petit peu ses moyens. Ça peut être un petit défaut pour lui demain, puisque à l'aller, il finit le match en défense centrale, mais il fait une mauvaise relance qui peut coûter très cher, qui donne une occasion à la Real. Contre Monaco, alors contre Monaco, il a été très propre, mais il y a un moment en seconde où il donne un ballon, même si c'est pas une occasion derrière. Mais voilà, malgré ça, sa technique à la relance face au pressing de la Real est son atout. Maintenant, de l'autre côté, les Basques ne font pas que presser. Quand ils relancent, ils jouent long aussi. Rappelez-vous au match aller. Et dans cette dimension, Beraldo, son jeu de tête, bon, n'est pas très bon. Et Danilo, bien sûr, c'est son premier atout. Donc là-dessus, Danilo a dû faire valoir. Maintenant, c'est vrai qu'au match aller, il y avait eu quelques défauts chez lui sur la gestion des décrochages du numéro 9. Hein, rappelez-vous, il le suivait. Alors, il avait gagné les premiers duels en première mi-temps, mais ensuite, son vis-à-vis réussissait à se retourner, contrôler le ballon. Et Danilo n'était pas si tranchant dans les duels aériens ou même à la retombée sur les seconds ballons. Beraldo a montré des facultés sur les décrochages pour suivre son adversaire. Hein, il réussit à monter assez haut. Parfois, il le fait très bien parce qu'il a une bonne lecture du jeu, une bonne anticipation. Donc, vraiment, j'hésite. C'est kiff-kiff. Hein. Je titularise Lucas Beraldo, mais c'est vraiment un 51-49 quoi entre les deux dans la balance. C'est un choix difficile et je préfère démarrer avec Beraldo, puisque la Real Sociedad, je pense, vont démarrer très intensément. Face à leur pressing, il va falloir des qualités techniques. Et ensuite, le remplacer assez tôt dans le match par Danilo, qui justement, quand on jouera beaucoup plus haut, quand on se créera des occasions, quand la Real joueront beaucoup plus de 6 mètres, par exemple, sera là pour couper les trajectoires aériennes, évidemment, qui seront recherchées par les Basques. Donc, Beraldo titulaire, Danilo qui rentre assez tôt. À gauche, Lucas Hernandez, bien évidemment. Alors, il est sous la menace d'une suspension, donc qu'il fasse attention. J'ai hâte de voir son duo avec Kubo. Il avait bien géré Zegrova, par exemple, face à Lille au match aller, c'était en décembre. Là, ces derniers temps, défensivement, il fait des prestations qui sont un peu plus compliquées. Contre Monaco, ça a été difficile. Contre Rennes, pareil, même si contre Nantes, il avait fait un match plutôt plein. On a vu son déficit de vitesse, par exemple, sur nos 2 derniers matchs. Là, demain, je l'attends au tournant. Alors, Nuno Mendes, je pense que c'est trop tôt, évidemment, pour le faire démarrer. Et puis surtout, un joueur avec autant d'explosivité, je préfère le faire rentrer à l'heure de jeu quand la Real sera un peu cramée, pour profiter de leurs erreurs, plutôt que de faire rentrer un Lucas Hernandez, bon, qui lui t'apporterait certes de la grinta, des duels gagnés, peut-être un apport défensif, mais voilà. Je préfère mettre Lucas au début et ensuite faire rentrer Nuno. Alors, au milieu, je titularise Ugarte. Mais j'ai peur, malgré son bon match vendredi à Monaco, il y a eu des pertes de balles. En début de match, même en seconde, des pertes bêtes, des ballons rendus à l'adversaire. Et ça, je pense que dans l'esprit de Luis Enrique, c'est rédhibitoire. J'espère qu'il sera titulaire. Maintenant, bon, j'ai quand même quelques doutes. À droite, évidemment, Warren, alors qui a joué 19 minutes sur les 2 derniers matchs, qui n'est pas rentré contre Monaco vendredi. Donc, c'est assez rare pour le souligner. Je pense qu'il devait vraiment être dans une... Alors, déjà, sur le terrain, il était dans une spirale un peu négative. Quoique, son entrée contre Nantes est plutôt bonne. Son entrée contre Rennes aussi, en fait. Il restait sur 2 bonnes entrées. Maintenant, son match aller contre la Real, bien sûr, là, c'était
le point d'orgue d'une dynamique sur le mois de janvier qui avait été plutôt mauvaise pour lui. Il gagnait même plus de duels, en fait, épaule contre épaule au match aller. Donc demain, j'espère qu'il sera beaucoup mieux. Le staff a dû avoir des signaux négatifs sur son état de santé, et donc on l'a mis au repos. On a forcé Luis Enrique, je pense, pour éviter de faire une Pedri qui s'est encore blessé hier. On a un staff médical en qui on peut avoir confiance, c'est vrai, puisque Dembélé, Lucas Hernandez sont sur pied au 4 mars, donc c'est déjà un énorme exploit. Les organismes sont plutôt bien gérés. La gestion par Lucho, pareil. Donc là-dessus, on attend demain un Warren qui est en pleine forme et qui a retrouvé la pleine possession de ses moyens après être venu bien sûr trop tôt de blessure à la cheville pour pouvoir jouer à Dortmund. C'était en décembre. Relayeur gauche. Alors, Asensio est forfait. Bon, c'est pas la grande nouvelle du siècle, parce que ces derniers matchs sont quand même très compliqués. Contre Monaco, il n'a pas gagné de points. Il est vraiment pas beau. Lee Kang-in, c'est pareil. D'ailleurs, il n'était pas titulaire contre Monaco. Il est rentré à 5 minutes de la fin. Contre Rennes, c'était très compliqué. Contre Nantes, pareil. C'était vraiment une caricature de Lee qu'on a vu. Donc, je mets Vitinha, relayeur gauche, qui est un des rares milieux qui a gagné des points sur les derniers matchs. Dans le sens où, contre Monaco, sa deuxième mi-temps, c'est un des meilleurs sur le terrain quand même. On va pas se mentir. Il se retrouve en position de frappe. Il réussit à mettre ses partenaires dans de bonnes dispositions. Je note aussi que contre Nantes et contre Rennes, c'est lui qui fait la passe pour le joueur qui va récupérer le penalty. Et c'est lui qui, 96e minute, fait une superbe passe pour Gonzalo Ramos, qui lui donc va chercher le penalty. Et contre Nantes, je crois que c'est une action de contre-pressing où il est présent sur le second ballon, et il la donne tout de suite à Mbappé, qui lui va chercher le penalty. Donc sa capacité à faire des actions ou provoquer des actions décisives à Vitinha n'est pas à négliger, tout simplement. Voilà. Fabian Ruiz, bon, je pense que lui a perdu quand même beaucoup de points sur ses derniers matchs en Ligue 1, parce que sur le match aller, son replacement en relayeur gauche, son tout début de match en sentinelle, son match avec le recul, j'ai re-regardé plusieurs fois PSG Real Sociedad, je trouve que son match n'a pas été aussi médiocre qu'on a pu le lire sur les réseaux sociaux. Notamment, il fait alors, il sombre au bout de 10 minutes, mais les 10 premières sont plutôt bonnes. Ensuite, il a un placement qui est plutôt bon. Sa deuxième en relayeur gauche, il fait une passe décisive pour Barcola. Il a un certain volume de jeu. Il réussit à gagner quelques duels. Mais malgré ça, bon, en Ligue 1, ça n'a pas été bon. Je le mets sur le banc. Peut-être, justement, pour les fins de match, Fabian est un joueur intéressant. Vitinha, pour rentrer dans un match, c'est compliqué. Par contre, Fabian, lui, pour t'apporter du contrôle, typiquement ce que Luis Enrique recherche, il est très bon. Voilà, pour faire tourner le ballon de manière un peu stérile en fin de match, pour le conserver, c'est très bien. Donc à gauche, Barcola, comme je l'ai dit, a fait une bonne dernière demi-heure contre Monaco. C'est de bon augure, surtout qu'en plus, le latéral droit monégasque, donc Singo, était dans un très bon soir, et Barcola a quand même réussi à le faire flancher sur la fin de match. Après 3 matchs compliqués, bien sûr, cette séquence est la bienvenue, et on espère que demain, il fera autant de différence. Bon, Dembélé à droite, bien sûr, j'ai totale confiance en lui pour débloquer les situations dans le jeu. Attention, puisque dans le dernier tiers, on lui attend de lui beaucoup plus de justesse. Comme j'ai dit dans mon débrief, face à Monaco, la dernière demi-heure, les occasions venaient de Barcola et pas Dembélé. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui dénote complètement. Parce qu'avant, Barcola faisait des différences, mais la plupart de nos occasions, c'était Dembélé. Là, c'était l'inverse, c'était Barcola. Donc demain, j'espère que Dembélé retrouvera de la justesse, parce que au-delà de la finition, contre Monaco, c'est même à la passe qu'il a pêché. Mbappé, évidemment, sera en pointe. J'espère, déjà qu'il sera pleinement mobilisé. J'ai assez peu de doutes là-dessus. D'ailleurs, s'il a la même occasion qu'à l'aller, qu'il avait eu donc à la 7e minute, un face-à-face, qu'il avait loupé, s'il pouvait la mettre pour calmer le stade directement d'entrée, ce serait pas mal. On sait que c'est un joueur qui a besoin de plusieurs occasions pour marquer. C'est pas quelqu'un qui marque très tôt dans les matchs. Demain, si ça pouvait être l'inverse, ce serait pas trop mal. Et surtout, j'espère qu'on utilisera plus ces appels en profondeur, parce qu'à l'aller, il les a fait. Et vraiment, je parle en fait, il fait les appels en profondeur à vide. Demain, j'espère qu'on n'hésitera pas à allonger Beraldo, Marquinhos, Ugarte, qui l'a montré sur le match face à Monaco. Vraiment, parce que voilà, pourquoi se priver d'une telle arme dans la profondeur? Alors, le Parisien nous a fait un papier comme quoi l'épisode Mbappé n'a pas touché le vestiaire. De l'autre côté, l'équipe nous ont dit que un connaisseur du vestiaire leur a confié qu'aujourd'hui, il n'y a pas de leader charismatique, il n'y a plus de Sergio Ramos, de Zlatan et tout ça.
Bon, comment interpréter le fait que le vestiaire s'en foute un peu de la sortie d'Mbappé? Écoutez, moi je suis plutôt content de cette information. Ça veut dire voilà qu'on a un vestiaire qui est loin de l'hystérie. Et c'est ce que veut Luis Enrique en fait, tout simplement. C'est ce que veut Luis Enrique qui est complètement opaque à la pression, à ce qui se dit dans les médias. Il en a rien à péter. Il fait ses choix tout seul, il est dans sa bulle. Et j'adore. Alors, il y a eu l'info comme quoi Mbappé et Luis Enrique ont parlé samedi. Alors, ce qui est marrant, c'est que les médias ont souligné que c'était à l'initiative de Kylian, cette réunion. Bien sûr, bon, on sait que du coup, l'info est sortie de l'entourage du joueur pour éteindre le feu et que du coup, il y a une volonté un peu de contrôler le storytelling en disant « Ah, c'est Kylian qui a fait l'effort de venir améliorer la situation. » Après, voilà, c'est évidemment noble, hein, il faut mettre à plat et éviter ce climat mauvais avant un match capital, mais ça me fait doucement rire quand je vois que c'est à l'initiative d'Mbappé. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui maîtrise tout de tout dans les médias. Bien sûr que si c'était un joueur étranger, il serait beaucoup plus critiqué, beaucoup moins protégé pour son comportement. Comme si Luis Enrique était un entraîneur français, il aurait été beaucoup moins exposé qu'il ne l'a été ces dernières semaines dans les médias. Alors, samedi, j'ai insisté sur Luis Enrique. J'étais à la limite de la critique, en fait, parce que je voulais nuancer complètement ses choix de faire sortir Mbappé. Mais j'aimerais justifier déjà. Pourquoi je m'arrête sur Luis Enrique? Bah déjà parce que c'est ce qui m'intéresse, en fait. Je valide complètement son choix, à la base. Hein. Je tiens à signaler que je valide son choix de mettre Mbappé au même niveau que les autres joueurs. Maintenant, ce que je ne valide pas, c'est nous dire que c'est pour préparer la saison prochaine. Alors que pour moi, il y aura une préparation, il y aura un mois d'août, on a tout notre temps pour ça, et que surtout le PSG de la saison prochaine, encore une fois, ne sera pas celui qu'on a actuellement. Ensuite, je lui reproche d'attendre la non-prolongation pour le faire, alors que, en première partie de saison, en réalité, des contenus comme celui que Mbappé a proposé face à Rennes ou face à Monaco, on en a eu plein. Des matchs qui méritaient une sortie, on en a eu plein. Et pourtant, il est resté sur le terrain. Alors que, paradoxalement, Luis Enrique n'avait pas hésité à le tenser. Après le match contre Reims, il fait des déclarations dures alors qu'Mbappé met un triplé. Il le remet au poste de numéro 9 alors que Mbappé n'aime pas ce poste. Donc, bon, on comprend a posteriori qu'en fait, à ce moment-là, il n'est pas allé jusqu'au bout de sa réflexion, de sa philosophie, qui est évidemment d'avoir que des joueurs, aucune star, voilà, personne au-dessus. Je crois sincèrement que c'est la philosophie de Luis Enrique, qu'il n'aime pas les stars, bien sûr. Maintenant, je valide complètement ça, hein, voilà, et j'espère surtout qu'il va s'inscrire sur la durée, qu'il va rester 4-5 ans au PSG, qu'il ne va pas céder à la pression qui est en train de se mettre en place dans les médias. Bon, aujourd'hui, on a eu une rumeur un peu farfelue d'un retour au Barça, tentative de déstabilisation à la veille d'un match de Ligue des Champions, mais voilà, j'espère vraiment pas qu'il claquera la porte du club. On sait qu'il a un caractère très trempé. C'est typiquement le genre de projet comme Guardiola à Manchester City qui va demander du temps. Hein. Guardiola, eh ben, il est éliminé face à Monaco lors de sa première saison à City en ayant gagné le match aller. Rappelez-vous, voilà, c'est tout simplement le genre d'entraîneur qui a besoin de temps, de plusieurs mercatos pour ajuster le choix des joueurs, pour obtenir la perfection qui est requise pour appliquer ce jeu de possession. Donc vraiment, je suis à fond derrière Luis Enrique, les gars. Voilà, j'ai juste nuancé un petit peu parce que justement, c'est ce qui m'intéresse. Après, tabasser Mbappé, on l'a fait tout l'été. On le fait suffisamment quand les matchs sont pas bons, et il y en a eu beaucoup cette saison. Et en réalité, on parle d'un joueur qui part dans 3 mois. Donc pourquoi s'attarder sur son comportement? Après, voilà, si vous voulez que je vous dise qu'il n'a pas été respectueux vendredi, bien sûr que c'est le cas. Bien sûr que c'est un cirque total, un irrespect bien sûr énorme, que de se retrouver à la 48e avec un mec au téléphone dans les couloirs qui va dans les tribunes alors qu'il était capitaine 5 minutes avant sur le terrain. Bien sûr, c'est absolument pitoyable et on espère qu'il restera mobilisé. Bon, mon côté sournois me dit qu'il y a un point positif. Il y a un point positif là-dedans. Dans cette mise au banc de Mbappé, c'est que son soulier d'or, il va vraiment se faire distancier. Hein. Si tu le sors à la mi-temps en Ligue 1 comme tu as fait contre Monaco, là, bon, le soulier d'or, trophée qu'il n'a pas encore gagné et qui, je pense, doit trotter dans sa tête. Même pour le ballon d'or aussi, hein. Enchaîner les matchs, un ballon d'or qui sort à l'heure de jeu, j'en ai pas vu beaucoup, quoi. Donc voilà.
Intéressant aussi à noter, demain, arbitre anglais, Michael Olivers, qu'on avait eu au match aller face au Bayern, perdu 1-0 l'année dernière, où il expulse Pavard en fin de match, et contre Benfica, le 1-1 qu'on fait au Parc des Princes, où il nous siffle 2 pénaltys, un pour Benfica, un pour nous, qui sont les 2 buts. Donc c'est un arbitre qui est très bon, qui arbitre très bien. Par contre, voilà, il peut siffler assez facilement, surtout les cartons, voilà, ils tombent, on le sait, hein, on a Hakimi, Ugarte et Lucas Hernandez qui sont sous la menace, attention à eux, voilà. Et donc, sachant qu'on est une équipe qui a une capacité à obtenir des pénaltys, Rennes, mais aussi Newcastle, Nantes, bon, il y a plein d'autres exemples, Michael Olivers qui en a sifflé 2 sur le match contre Benfica par exemple, voilà, on peut imaginer un petit pénalty pour nous demain, voilà, et quelques cartons. Dans tous les cas, un bon arbitre, que j'aime plutôt. Allez, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain soir pour le débrief, bien évidemment, de ce match tant attendu. Espérons la qualification. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix pour le PSG. Allez, Paris avant tout. Ciao les amis.